Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Il est temps de faire le premier bilan d'une saison inhabituelle et insolite puisque le Milan est leader de la Serie A, chose que personne n'avait anticipé l'été dernier. Nous aborderons comme toujours les points clés à la trêve, les tops, les flops, les ambitions, le mercato. C'est maintenant avec Aristide, Erco et Tom. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Salut. Alors Tom, comme tu fais ton grand retour, ce qui est un événement ce dimanche, à toi l'honneur de nous faire la synthèse de ces 4 premiers mois de football rossonero. Déjà, moi, je suis un peu déboussolé parce que je vous ai quitté au soir d'une victoire contre le Genoa avec Gianpaolo qui était viré. Là, j'arrive, on est premier. J'ai pas vu une défaite de la saison. Je suis pas habitué. D'habitude, j'étais habitué à m'énerver sur les forums ou sur Twitter, à m'énerver contre n'importe quel joueur. Là, moi, je suis perdu. Honnêtement, je suis paumé. On est premier, on joue bien. On a une des meilleures moyennes de points, notamment parmi les 5 grands championnats. Je crois qu'on est la deuxième meilleure équipe en termes de moyenne de points par match. On est la seule équipe encore invaincue en championnat. Franchement, je ne sais quoi dire. Je suis épaté par tout ça. Donc, pour éviter de parler trop, j'avais sorti quelques stats pour vraiment illustrer le fait que on vit, comme tu le dis, une Sur un première nuage. partie de saison totalement inhabituelle. Parce que là, actuellement, on a quand même plus 7 points sur la Roma, plus 8 sur Sassuolo, plus 9 sur Naples, plus 10 sur la Juve, plus 12 sur Bergame, plus 13 sur la Lazio. Alors, à part les cousins qui nous sentent un peu le derrière, qui sont qu'à un point, on est quand même dans un début de saison qui est quand même quasiment miraculeux. 34 points en 14 matchs, je n'ai plus vu ça depuis l'année du titre, je crois. Peut-être l'année suivante, je sais pas, la dernière année de Ibrahimovic et Thiago Silva, je sais pas. Enfin, en tout cas, personnellement, ça me paraît assez faramineux et presque inimaginable, d'autant qu'il y a à peine plus d'un an, certes, je n'avais pas regardé le match, mais j'ai quand même suivi de loin. Il me semble qu'il y a un peu plus d'un an, le Milan prenait quand même 5-0 à Bergame et était la risée de tout le monde. Voir là où on en est en un an, c'est franchement phénoménal. Voilà. Bon, bah enfin, c'est complet, c'est le moins qu'on puisse dire. Aristide, alors du coup, est-ce le Milan qui est une grande équipe cette année ou un petit championnat, un peu des deux? Comment analyses-tu ça? Il serait tentant de dire effectivement que on est sur un plus petit championnat que les années précédentes. Cependant, quand on regarde les performances des clubs italiens, et ça j'y tiens en Coupe d'Europe, que ce soit en Champions League ou en Europa League, on s'aperçoit qu'en fait, voilà, tous les clubs italiens se sont qualifiés excepté l'Inter. Donc, alors est-ce que c'est une régression peut-être du football mondial? C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, les clubs italiens en Europe font la différence. Donc, c'est tout à l'honneur du Milan cette année. On est effectivement sur 14 matchs, 10 victoires et 4 nuls, premier du championnat. Sur 6 matchs en Europa League, on a 5 victoires et une défaite, c'était contre Lille le 3-0, premier du groupe. Invaincu, seule équipe invaincue des 5 grands championnats européens. Plus jeune effectif d'Europe selon SIZE, ou SIZE, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est le Centre national d'études sportives. Ça dépend comment Voilà, tu l'écris. c'est CIES. 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 CIS. SIZE. Et donc voilà, plus jeune équipe d'Europe avec une moyenne d'âge de 24,5 ans. Des 5 grands championnats européens, toujours. Donc voilà, on a aussi la confirmation de certains joueurs, parce qu'à Milan, c'est vrai qu'on avait l'habitude les années précédentes, depuis presque une dizaine d'années, d'avoir soit des flops d'entrée, soit des joueurs qui faisaient 6 bons mois ou une bonne année avant de totalement s'écrouler lors de la seconde ou troisième année. Et là, on a quand même les confirmations de Théo Hernandez, de Benacer, donc du mercato d'il y a un an et quelques, donc c'est vraiment un super point. Et enfin, on a eu l'identité de jeu, la fameuse identité de jeu qu'on avait perdue depuis le départ des sénateurs. Euh, on l'a retrouvé, et ça coïncide avec le retour, enfin, un milieu de terrain, j'ai envie de dire. Pareil, le milieu de terrain qu'on avait perdu au départ d'Ambrosini, Sidorf, etc. On demandait des milieux de terrain techniques à l'époque, etc. On n'avait pas retrouvé de milieu de terrain créateur. On les a enfin, enfin en personne avec Benacer, enfin Kessié, mais surtout Benacer. Et voilà, on a une identité de jeu, une force mentale, une force collective incroyable. Tout ce qu'on reprochait à l'équipe ces 10 dernières années, on l'a enfin cette année, on l'a eu fin l'année dernière et début de cette année, et je trouve ça génial. Et franchement, voilà, on est sur un petit nuage, comme vous avez répété là, et ce que j'ai dit aussi sur mon mot de la fin précédent, mais voilà, que ce rêve continue parce qu'on en profite à fond pour le moment et c'est génial. Erco, c'est vrai que ça nous change et peut-être va-t-il falloir revoir nos ambitions à la hausse, non? On peut. Quand on est premier comme ça à la 13, on doit même le revoir à la hausse, c'est obligatoire. Mais ce qui est assez marrant avec la période actuelle, c'est que plus ou moins à peu près un an, avant même que Pioli ne signe, c'était déjà le hashtag Pioli out.
Si on fait le même hashtag maintenant, à mon avis, ce serait plus des compliments qu'on pourrait lui faire. Il est porté au nu par tout l'effectif du Milan. Donc, c'est quand même un changement assez conséquent sur une petite année. C'est surtout on parle de l'arrivée d'Ibrahimovic, mais voilà, il y a aussi l'arrivée de Pioli qui a fait du bien dans la création de l'équipe et de la cohérence. Faut commencer aussi par le staff, hein, qui a été enfin un staff compétent et avec des bonnes personnes au bon endroit. À commencer par le président, par Gazidis qui est un peu critiqué pour certaines choses, mais d'un point de vue financier, on peut rien lui reprocher. On a Maldini et Massara qui font un boulot exceptionnel avec un mercato aussi qui est cohérent et on recrute seulement ce dont on a besoin. Et si on trouve pas de profil, on ne recrute pas. C'est ce qu'on a encore. C'est aussi encore une des forces de ce staff. C'est voilà, enfin, comme ça a été dit auparavant, une identité de jeu qui a été enfin faite et une belle identité, une identité assez offensive, quand même, un peu dans le respect de l'histoire du Milan, qui est quand même une équipe qui est habituée à avoir du beau jeu. C'est des jeunes qui éclosent, donc ça veut dire qu'il y a aussi un avenir qui est préparé et qu'on trouvera quand même de belles choses. Et le présent tout aussi beau avec des joueurs clés, des leaders sur le terrain qu'on n'avait pas depuis des années. On pense au tout début, on avait Ibrahimovic, mais à mon avis, on a construit 2-3 avec notamment Kessié, Théo ou même Akan, qui quand même montre son importance ces temps-ci. Et voilà, donc des petits coups de transfert qui ont été aussi réussis sans forcément dépenser beaucoup de sous, comme Ogué, Makers ou Kalulu, qui n'ont absolument quasi rien coûté. Et même Benasser, on peut en partir à ce moment-là aussi, qui est devenu un joueur clé carrément. Donc voilà, c'est une très belle première partie de saison, une année globalement bonne, même si on peut retirer les 3 premiers mois. Donc une année bizarre aussi à cause du Corona qui a sans doute favorisé l'éclosion de ce groupe. Mais voilà, en attendant, on en est là, on est au mois de janvier, enfin, on va être au mois de janvier, on est premier avec une belle équipe et un bel avenir, donc profitons. Alors un Milan habitué au jeu offensif, ça dépend de la période, hein, parce que si on parle de Capello ou de Nereo Rocco, qu'on appelait, je le rappelle, Il Catenacciaro, le Milan n'a pas toujours été offensif. Dieu merci pour moi, parce que moi mon goût c'est plutôt un Milan défensif, mais bon je comprends que d'autres puissent apprécier l'inverse. Tom, une réaction? Petite réaction, enfin, j'en ai deux après les propos de Nico. Tout d'abord sur Pioli. Alors ça va être un vrai mea culpa personnel parce que Pioli a été une des raisons qui m'ont fait prendre du recul sur le Milan. Parce que clairement, quand Gianpaolo est parti, quand on m'a dit que ça allait être Pioli et qu'il faut dire ce qu'il est, et je pense que j'étais pas le seul, quand on a vu tous son CV, moi j'ai dit ah, c'est bon, on se fout de notre gueule et stop, là au bout d'un moment stop. Mais on l'a tous dit. Hein. Et moi ça a fait vraiment un effet d'un burn-out, j'ai dit non, c'est pas possible, je perds mon temps à aller voir faire n'importe quoi. Et honnêtement, arrivé à ce qu'il a fait, je suis bluffé. Je faisais partie de ceux qui voulaient, malgré ses bons résultats, cet été à vouloir plus Rangnick que Pioli. Je l'assume totalement et j'assume m'être planté totalement parce que ce qu'il est en train de faire à la fois sur le plan technique, au niveau tactique, parce qu'effectivement il y a beaucoup plus de cohérence dans le jeu, dans le pressing, on a fait un vrai travail à ce niveau-là. Et au niveau humain, où j'ai l'impression qu'il arrive à gérer le groupe d'une main de maître, je suis sur le cul de voir ce qu'a pu faire cet entraîneur-là. Et c'est vraiment un vrai mea culpa. Je suis content de m'être planté comme ça parce que vraiment chapeau à Pioli. Et pour compléter, Et excuse-moi dernier Tom, point, mais je ne sais pas si tu as vu l'interview de Zlatan par Ambrosini il y a quelques jours, que Roland nous a posté sur le forum. oui, Euh, je l'ai vu. J'ai vu. Zlatan reconnaît qu'il obéit à l'entraîneur, c'est-à-dire qu'il est au service de l'entraîneur, et alors après c'est peut-être des propos pour la presse, hein, j'en sais rien, mais visiblement cet entraîneur Pioli est très apprécié, y compris par la méga star Zlatan Ibrahimovic. Oui, et au final, je pense que malgré le fait que Rangnick, moi, ça a envoyé quelque chose d'assez intéressant par rapport au projet. Au final, je pense que l'équipe suit tellement bien l'entraîneur, il y a tellement une vraie cohésion d'équipe à ce niveau-là. Et en plus de ça, tous les joueurs progressent. On en parlera tout à l'heure au niveau individualité, mais c'est assez impressionnant là aussi. Mais qu'au final, ouais, ça aurait été une connerie de le virer. Et Dieu sait que j'étais pas d'accord avec ça il y a quelques mois. Mais là, force est de constater que oui, Pioli a prouvé, et plus que prouvé, mérité d'être gardé pour ce début de saison et mérité d'être prolongé sur cette saison-là. Il a été vraiment impressionnant et chapeau à lui et vraiment bravo en tout cas. Bien, on passe au top, puisque certains joueurs ont brillé plus que d'autres, hein, certains se sont mis en évidence. Aristide, quel est ton top 3 pour cette première partie de saison?
très compliqué d'effectuer un top 3. C'est la première année où on a une ribambelle de top, alors que les années précédentes, on savait pas qui mettre en flop tellement il y en avait. Mais c'est vrai que cette année, franchement, je défie n'importe qui de faire un top 3 parce qu'on est obligé de mettre un peu tout le monde. Du coup, je me suis plutôt posé la question inverse. Je me suis posé la question qui je ne peux pas sortir de stop. Du coup, j'ai quand même mis une mention honorable, une 4e place, et j'ai mis seulement Ibra 4e. Je m'explique, j'ai mis Ibra 4e pour la simple et bonne raison que Ibra est blessé depuis 1 mois et demi maintenant. Donc voilà, on a fait quand même plus de la moitié des matchs, que ce soit en Serie A ou en Europa League, sans lui. Il aurait été sûrement mieux classé si il avait été là jusqu'à fin décembre. Mais voilà, Ibra a fait voilà, c'est quand même incroyable ce qu'il a fait. 6 matchs en Serie A, 10 buts, Oui, c'est ça, j'allais des parler passes de son décisives. ratio. Je suis pas sûr qu'il y ait un joueur au-dessus de lui en Non, termes de ratio cette ouais, saison. ouais. Enfin, en tout cas en Italie, il n'y en a pas parce que même les Lukaku qui sont à 11-12 buts et les Cristiano Ronaldo, ils ont 2 fois plus de matchs joués. Donc effectivement, en termes de ratio, on est à 2 buts par match Et on quasiment. rappelle Donc qu'il c'est a quand même 39 ans. incroyable. Ah ouais, ça on le rappellera jamais assez qu'il a 39 ans, mais c'est incroyable. Donc je l'ai mis seulement 4e en mention honorable du top parce que voilà, parce que même s'il a été important, prépondérant, il a quand même fait moins de la moitié des matchs depuis ce début de saison au Milan. Donc voilà, 4e place pour Ibra. On répète sans cesse, on répétera jamais assez son impact non seulement sur le jeu de l'équipe, mais aussi sur le mental. Alors moi j'ai toujours pensé que Ibra ne gouvernait pas l'équipe et que Pioli avait quand même une part importante dans ce Milan. Je l'ai répété cet été parce que j'étais quand même pas pour l'avenue de Rangnick après qu'on ait fait notre meilleure passe des dernières années. Voilà, donc j'étais quand même pas pour l'avenue de Rangnick cet été. J'étais convaincu, j'ai quand même senti une amélioration, même si on se prenait des petites roustes en janvier-février dernier, même si les résultats étaient pas toujours là. Je me sentais quand même qu'il y avait une petite force collective et puis un minimum de collectif qui se dégageait de cette équipe. Donc voilà, je suis très content que Pioli arrive à ce niveau-là. Il nous a tous fait mentir. Donc c'est génial. Du coup, 3e place du top, j'ai mis Théo Hernandez. Alors Théo, c'était un peu comme un diesel cette année. Il a démarré vraiment très doucement en août-septembre, avec parfois des matchs. Enfin, tous les matchs n'ont pas été excellents, c'est vrai. Il a démarré doucement et pour finalement à partir d'octobre, il a commencé à monter en puissance et puis novembre-décembre, il a commencé à nous mettre des buts, à nous rapporter des points à lui tout seul. Défensivement, il a retrouvé sa sérénité. Offensivement, il était juste monstrueux. En témoigne le dernier match contre la Lazio et même l'avant-dernier. Voilà, Théo Hernandez, la confirmation, voilà ce dont je parlais en introduction. Enfin, cette confirmation d'un joueur qui ne fait pas juste 3 ou 6 bons mois à la Piontek Paqueta. Ou d'autres joueurs qui nous ont fait ça les années précédentes, mais voilà enfin un joueur qui confirme son potentiel. Bon, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, mais on ne mesure pas la chance. Je pense qu'on a d'avoir Théo Hernandez dans notre équipe parce qu'en plus d'être un formidable joueur, c'est quand même quelqu'un qui a une envie énorme, une modestie énorme et une superbe grinta qu'il n'abandonne jamais. Et on parle du mental de Zlatan, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même quelques joueurs au mental assez incroyable, vraiment des vrais gagnants dans cette équipe. Et Théo Hernandez en fait clairement partie. Seconde place de mon top. Alors pareil, il est blessé depuis un peu plus récemment, mais Gjaer, que j'ai pas pu sortir de stop parce que Gjaer, je le trouve pareil. Il fait partie des personnes qui confirment, qui est arrivé il y a toujours 1 an pour 3 fois rien de l'Atalanta. Et il s'est imposé dans l'équipe comme s'il avait toujours été là depuis 3-4 ans, quoi. Et je trouve ça génial. Il a 31 ans aujourd'hui, je crois. Il arrive à son meilleur football. Il rassure l'équipe. Qu'importe qui est aligné avec Jair, il rassure tout le monde et il bonifie tout le temps le jeu de son compère en défense, que ce soit Romagnoli, que ce soit Gabia, etc. Donc voilà, que Jair, c'est vraiment le patron de cette défense et j'espère le revoir bientôt en début janvier. Et enfin, et là c'est incroyable, je pensais jamais dire ça il y a 6 mois, il y a 1 an, j'ai mis en première position du top Franck Yannick Caissier. Ah bah t'as pas mis Pourquoi? Çalhanoğlu, c'est déjà ça. Parce Ah que j'y ai cru à un non, moment non, donné. non, sérieux. Non, MJ, tu sais que je suis pas un grand fan de Çalhanoğlu. À la limite, j'aurais mis Thiemo Bakayoko s'il était resté dans l'équipe, mais Çalhanoğlu, non, je ne serais pas permis. Non, Çalhanoğlu était trop irrégulier Non mais la malgré phrase ses que quelques tu as bons matchs. démarré par j'aurais jamais cru, etc. Il y avait deux choix possibles, parce qu'on le sait tous, C'est vrai Kessié et que c'était un Çalhanoğlu sort de... trustaient les places du flop depuis 3 ans. Donc là C'est vrai, effectivement, il y avait le choix et je me suis dit pourvu qu'il mette Kessié, il a mis quand Kessié, même, bravo. quand même, quand même. Non, mais tu as raison, j'allais y venir. Ça fait quand même 3 ans qu'on mettait ces joueurs, que ce soit en bilan de mi-saison ou même en bilan de fin de saison, dans les flops. Et limite, c'est les deux, que ce soit avec Roland, Nico, Erko, etc., Tom, c'est les joueurs qu'on cochait
même qu'il cochait à Bravo, parce que j'ai pas participé à toutes les émissions, mais qu'on cochait directement sur la feuille des flops, quoi, que ce soit à la fin des matchs ou à la fin des bilans. Et là, voir Franck-Éric Caissier à cette place-là, personne n'aurait pu le Non, non. croire il y a 6 mois et surtout il y a un an. Comme quoi la le niveau patience, qu'il a atteint. hein, Ouais, comme quoi la la patience, patience. hein, on va penser à Tonali là, hein, qu'on aurait dû avoir vis-à-vis de Locatelli d'ailleurs. Mais bon, vas-y, continue. C'est vrai. Ça, c'est vrai, oui, ou pour Locatelli, tout à fait. Mais c'est vrai que Franck Caissier, le niveau qu'il a atteint aujourd'hui, la maturité dans son jeu, on a beau dire c'est le repositionnement, mais enfin bon, c'est pas le fait qu'il soit repositionné un peu plus bas dans ce double pivot qui fait que avant il ratait des passes à 3 mètres ou il ratait ses contrôles. Je pense qu'il y a une vraie maturité footballistique qu'il a réussi à acquérir ces derniers mois. Et voilà, je le mets en top 1 parce qu'il a fait tous les matchs déjà. Il n'a pas été blessé contrairement à Jair, Ibra, etc. Et il a raté très peu de matchs. Moi, je me souviens d'un match qu'il a raté à l'instar de son compère du milieu de terrain, Benacer. C'était, genre, je sais plus contre qui c'était le Genoa, l'Hellas Vérone, où on fait 2-2. La Voilà, Lazio. non, c'était Parme. Je crois que c'était Parme. Non, raté, je veux dire footballistiquement, pas raté parce qu'il n'était pas là, hein. Ah, Mais je crois que c'était Parme, le 2-2, où voilà, Parme a eu 2-3 occasions, ils en ont mis 2 parce que nos deux milieux de terrain étaient à la masse. Mais à part ce match-là, et le match de la Lazio qu'il a raté parce qu'il n'était pas là, sinon le reste, tout était nickel de Caissier. Même les fois où il était cramé, il arrivait quand même à sauver la baraque. Et moi, je suis impressionné de le voir à ce niveau-là aujourd'hui. Et franchement, ouais, il mérite clairement cette place de top, pardon. C'est le vieux réflexe. C'est les vieux réflexes. Après des années de flop depuis 2017, quoi. Donc c'est génial pour lui. Bon, allez, Arco, c'est parti. Ben, il y a un peu faire comme Aristide aujourd'hui, mettre une mention honorable aussi. Donc, je vais pas mettre Ibrahimovic, parce qu'on voilà, on connaît tous l'impact qu'il a sur l'équipe, que ce soit psychologique ou sportif. Mais en quatrième place, je vais mettre Benacer, parce que ça fait quand même du bien de revoir un milieu de terrain avec tout ce qu'il apporte. Donc, un milieu de terrain avec des qualités offensives, une bonne vision du jeu et justement eu un bon impact sur la créativité. C'est un joueur qui n'a pas peur d'aller au dribble, d'aller justement provoquer l'adversaire. C'est aussi un profil qu'on a réputé depuis très longtemps. Il apporte un vent de fraîcheur au milieu de terrain. Je ne dis pas qu'il est indéboulonnable dans le sens que voilà, il peut être remplacé par un joueur, même si ça sera quand même moins bien, mais voilà, on peut quand même bien jouer même sans lui. Mais quand il est là, on voit quand même une bonne différence. On voit une équipe qui joue plus haut, qui est beaucoup plus aisée. Et en plus, c'est un gros récupérateur en plus de ça. Donc voilà, je vais mettre lui en quatrième. En troisième place, donc maintenant, je vais rentrer, donc je vais mettre Kiar, parce que c'est peut-être le pion important donc, dans la défense. C'est peut-être celui qu'on peut pas retirer quand il est là. C'est celui qui a stabilisé une défense qui était quand même, je vais pas dire chaotique, parce que c'était pas un point faible d'avant, mais en tout cas récemment, c'était quand même un gros problème. C'est lui qui a restabilisé tout, qui a formé un très bon duo avec Romagnoli, même si Romagnoli, ces derniers temps, ça n'a pas été trop ça. C'est un joueur qui va récupérer quasiment tous les ballons aériens. C'est lui qui va permettre de relancer les jeux proprement. C'est quand même un joueur qu'on a payé 3,5 millions, qu'on attendait juste pour dépanner pendant 6 mois, et qui maintenant, on n'aurait pas envie de remplacer pour rien au monde. Ça me fait penser un petit peu au transfert de Barzagli à la Juve à l'époque, un trentenaire qui arrive comme ça pour dépanner, mais qui finalement va encore faire 4-5 ans à très haut niveau. Donc je pense qu'on est bien parti pour être comme ça avec lui. On voit quand même bien, même si Kalou remplace très bien, on voit quand même que sa défense, son absence manque cruellement. Et on sera quand même bien content de le revoir, et ça fait du bien de revoir une défense aussi voilà, cohérente et qui sont avec une bonne entente entre les duos. En deuxième place, donc j'ai mis Théo aussi, parce que c'est une évidence. Hein, c'est lui aussi un joueur qui est indispensable. Déjà parce qu'on n'a pas d'autre arrière-gauche pour le moment. Et puis même pour ses performances, je ne peux pas dire globalement, mais depuis 10 ans, j'ai jamais vu un défenseur à latéral comme ça aussi décisif pour une équipe. J'ai jamais vu un joueur qui peut faire la différence à tout moment comme un attaquant peut le faire. Roberto Carlos, mais c'est il y a plus longtemps. Ouais, mais Roberto Carlos, moi j'adorais, c'est un joueur qui m'a fait rêver aussi, mais il avait quand même des lacunes défensives. C'est vrai. Tandis que là où Théo, il a quand même vraiment un profil de défenseur maintenant, même s'il n'avait pas forcément au début. Il a vraiment travaillé sur ce côté-là, et en plus de ça, c'est aussi un joueur qui mentalement tire l'équipe vers le haut. Quand il est là, on voit qu'il y a une équipe qui se bat pendant 90 minutes. C'est toujours lui, la plupart du temps, quand on marque après un 90e, ça vient souvent d'une assist de Théo ou un but de Théo directement. Et puis quelle puissance physique, oui, quoi. Des pattes. La seule fois où il était en difficulté physiquement, c'est contre Lukaku. Sinon, hormis ça, tous les autres joueurs, il les a tous mis dans sa poche physiquement. Malgré ça, il est puissant et rapide, c'est quand même
assez rare, parce que voilà, même d'un point de vue explosivité, il a une bonne accélération. C'est pas qu'il est rapide qu'il est lancé, c'est qu'il est rapide directement sur les premiers mètres. Et puis, c'est un joueur qui est malin et fourbe. Voilà, c'est ces genres de joueurs qu'on n'aime pas avoir contre nous, parce que ces joueurs, à peine tu les touches, il va simuler une faute, il va gagner 30 secondes, etc., pour refroidir le jeu. Mais Dieu sait que c'est important d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe, parce que voilà, quand tu mènes 1-0, que tu es en difficulté, d'avoir un joueur qui a réussi à gagner des fautes, à gagner 2-3 minutes par-ci par-là, ben, c'est quand même très important. Donc, à tous les niveaux, je pense que c'est peut-être un des 2 joueurs les plus importants de l'équipe actuellement. Parce que voilà, comme je l'ai dit, il est décisif et on est trop dépendant à lui. Et donc en première place, j'ai mis Kessié, parce que c'est peut-être le seul joueur qui est vraiment, même si ça va être dur de trouver un profil, mais indéboulonnable. Il apporte une intensité au milieu de terrain et quand il n'est pas là, on voit. On n'est pas habitué à pas le voir parce qu'en fait, il joue tout le temps. C'est un joueur qui a 3 poumons, il s'arrête pas, il sait enchaîner les matchs comme il veut. Même si ici, il s'essouffle un petit peu, mais voilà, il a tellement travaillé et progressé. Pourtant, lui aussi, on parle de force mentale, mais c'est un joueur qui a été assez rapidement critiqué au Milan. Donc, à partir du moment où il a commencé à faire un peu n'importe quoi, et il a réussi à se relever, à revenir plus fort, à travailler ses défauts. Donc maintenant, c'est techniquement, d'un point de vue relance, balle au pied, tout, c'est peut-être un des meilleurs joueurs qu'on a. Je pense qu'il est même, d'un point de vue relance, il est même meilleur que Benacer, puisqu'il relance très proprement, il arrive justement à écarter les jeux, à avoir les joueurs qui sont bien placés. Et en plus de ça, défensivement, bah, il est tout le temps là aussi. C'est un joueur qui fait un grand bien, surtout du côté droit avec Calabria et Selmakers. C'est un joueur qui est très complet, qui actuellement, en tout cas, c'est compliqué de dire ça parce qu'on joue pas en Ligue des Champions, donc on peut pas comparer aux autres joueurs qui jouent régulièrement. Mais actuellement, au niveau qu'il joue, c'est dans son profil, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne vois pas en tout cas un profil à la Kessie actuellement. Avant, il y avait des joueurs comme Messien, etc. Je pense qu'il s'en rapproche actuellement. C'est pour le moment, en tout cas dans sa forme. J'espère qu'il confirmera l'année prochaine en Ligue des Champions, si on y va évidemment. Mais lui aussi, on parlait des leaders. Mais lui, c'est un leader discret parce que sur le terrain, on va pas forcément crier, etc. Mais dans le vestiaire, on l'appelle le président justement à cause du fait il a une importance capitale dans le vestiaire. C'est ça aussi qu'il avait ces derniers temps, qui fait de ce joueur peut-être le seul joueur dont on peut pas se passer, quoi. D'ailleurs, contre la Lazio, on l'a vu, la victoire n'a pas forcément été méritée dans la façon de jouer, parce que dans l'intensité, on s'est fait manger. Parce qu'au milieu de terrain, il nous a manqué caissier, et des joueurs comme Milinkovic qui sont puissants et techniques, en ont bien profité. Et donc voilà, c'est le joueur qu'on doit absolument prolonger et qui ne doit surtout pas se blesser et qu'on doit absolument préserver et trouver une doublure au prochain mercato parce que voilà, faut préserver ce genre de talent. Et alors, il n'y a pas Saelemaekers? Non, pas encore en tout cas. Bon, ça viendra, ce n'est que partie remise, on attend la fin de saison. Voilà. Hein, on va essayer d'être optimiste. Non, mais il sort des bons matchs, moi je vais pas le casser, Saelemaekers. Ah oui, mais c'est plutôt il sort des bons matchs, mais ouais. il n'est pas encore indispensable non plus. Oui, et puis faut qu'il soit plus régulier, mais bon, non, c'était Voilà. un petit private joke, mais tout va bien. Allez, Tom. Ben, on s'est pas concerté, Nico, Restip et moi, mais on a grosso modo un peu les mêmes idées. Alors, je voulais mettre en mention honorable Ibra, mais Aristip en a tellement bien parlé que je vais pas le citer, même si le cœur y est. Hein, je pense exactement comme Aristip. Du coup, j'ai gribouillé 2 noms en parallèle pendant qu'Aristip parlait, qui m'ont surpris, on va dire ça comme ça, agréablement par rapport à ce que j'ai pu soit entendre d'eux quand je m'étais mis en retrait du Milan, soit que j'avais vu d'eux carrément. Ça va être Calabria et Leao. Calabria parce que cet été, je voulais absolument qu'il se barre, on va pas se mentir, parce que il aurait rapporté plus d'argent au club, parce que je ne le considérais pas, clairement. Et même si effectivement c'est loin d'être un des 3 meilleurs, hein, j'ai même pas pensé à le mettre dans le top 3, ben malgré tout, il est passé de tellement nul à tellement intéressant que je ne peux que le citer, ou en tout cas saluer cette très belle progression, parce qu'à mon sens, il fait partie des joueurs qui illustrent très bien les jeunes joueurs qui ont su progresser au cours des derniers mois. Et je vais avoir grosso modo le même avis sur Leao. Alors moi j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur le problème d'attitude que j'ai pu un peu entreapercevoir, c'est vrai, sur la nonchalance, sur le langage corporel il a encore besoin un peu de travailler. Mais je trouve qu'en termes d'attitude sportive sur le terrain, il y a nettement du mieux. Les replis défensifs sont nettement en progrès, l'attitude est nettement plus intéressante et footballistiquement, c'est bien mieux. Ça fait donc partie, ces 2 joueurs-là font partie des 2 joueurs qui, à mon avis, illustrent bien le fait que
avec une alchimie collective, avec une ambiance qui permet en tout cas d'optimiser les potentialités des jeunes. Et un père fouettard Euh, efficace. Honnêtement, j'y ai pensé. Je te connais un peu, MJ, je savais que tu allais me dire ça, du coup j'ai regardé un peu. Honnêtement, depuis que j'ai repris un peu le Milan, donc depuis la Lecce et la reprise après la trêve du confinement, il est quand même à une action décisive toutes les 100 minutes. Pour un ailier gauche, c'est quand même pas délirant. Pour un ailier gauche de 21 ans, je trouve pas ça délirant. Ah non, j'ai pas Alors, compris. Quand j'ai dit un père fouettard efficace, je pensais à Zlatan qui les ah, rendait meilleurs. C'est ça pardon, que je je veux pensais dire, que tu parce que disais, pour moi, tu vois, je t'ai anticipé à tort, je pensais que tu allais dire qu'il manquait d'efficacité. ah non, pas du tout. Non, 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 Et non. tu Le vois, je me père suis trompé. Fouettard, c'est Zlatan. Mais d'ailleurs, il le dit un peu dans l'interview avec Ambrosini. Il le dit qu'il accepte absolument pas l'erreur chez ses coéquipiers, qu'il est très exigeant et que c'est certainement ce qui leur permet de se bonifier. Donc c'était ça Et mon je suis propos. d'accord avec Et je toi. pense que des joueurs comme Calabria ou Leao, mais comme Nocerino à l'époque, eh bien, tirent profit de la présence de Zlatan dans l'effectif. Et totalement, je suis d'accord avec ça. Donc je voulais les souligner plus que Ibra parce qu'Aristide l'avait très bien fait. Du coup, je passe à mon top 3. En troisième, je vais mettre Hernandez, qui n'est que troisième pour la simple et bonne raison que lui, comme l'a dit Aristide, il a raté quelques matchs au début de la saison. C'est où il était un peu en dessous. Donc c'est le seul fait d'armes qui me fait le baisser un petit peu, mais après, quel niveau? Mais quel joueur? Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un latéral aussi bon depuis bien longtemps. Bon, faut dire qu'on avait des latéraux entre Deschilio, Antonini, qui étaient au demeurant assez sympathiques, Emmanuelson. Emmanuel Stone, Constant, Tayo, Mesba, Rodriguez récemment, Vandioni. Je pense que les latéraux, on pourrait faire une équipe type de latéraux tellement c'était mauvais. Et Hernandez, franchement, c'est la première fois qu'on a un joueur qui est aussi bon. Et je rejoins un peu ce que dit Nico, c'est que, alors offensivement, on savait que c'était une machine de guerre, qu'il avait une énergie folle, que en termes de vélocité, d'endurance, c'était impressionnant. Mais on avait aussi entendu que défensivement, c'était pas ça. Et je trouve qu'il a beaucoup progressé. Et ça me fait penser notamment au match contre Sassuolo, où je ne sais pas si vous avez remarqué, il était face à Berardi, qui n'est quand même pas le plus mauvais ailier droit de la Serie A. Berardi était tellement dégoûté de perdre chaque duel il s'est barré de son côté droit pour aller au Ouais, centre c'est parce vrai. qu'il n'y arrivait plus. Et il Ouais, n'y c'est vrai. arrivait plus, il était perdu. Et Hernandez, c'est pas la première fois que je le vois dégoûter des mecs qui sont pas mauvais. Je pense à Kulusevski qui était à Parme l'année dernière. Il y en a d'autres hein, que j'ai en tête. C'est pas la première fois que je le vois dégoûter des mecs parce que défensivement, il est très bon. Et du coup, offensivement, il en perd pas non plus en qualité. Donc c'est vraiment un joueur qui, moi, m'épate. Alors par moment, il peut des fois un peu m'exaspérer quand il gueule tout le temps comme un benet dès qu'il subit une faute. Mais à côté de ça, comme dit Nico, ça fait gagner du temps. Ça permet d'avoir des fois que l'équipe adverse prenne un carton. Donc je le comprends dans un sens. Et puis encore une fois, l'apport offensif et le mental, moi je suis épaté par ce joueur, sur lequel j'avoue, lui aussi j'avais quelques réserves l'été dernier, et honnêtement il me les a totalement enlevées. Donc bravo à lui. En numéro 2, j'ai mis Kessié, mais pas que Kessié, j'ai mis aussi Benasser, parce que pour moi c'est une entente. Bon, Benasser, je vais faire court, parce que lui par contre j'étais déjà ravi l'année dernière, et il confirme le fait que c'est un des meilleurs milieux, je pense, de la Serie A. Mais je vais m'attarder sur Kessié, parce que Kessié, je crois que c'était ma victime favorite, je pense. J'ai adoré aiguiser mes couteaux et lancer sur le portrait de caissier dans ma chambre. Et là, je dois avouer que lui aussi, il m'a épaté. Je pense que le changement de module et de passer à un dispositif à deux l'a beaucoup aidé. Pas forcément le fait juste de passer d'un milieu à 3 à un milieu à 2, mais aussi par rapport aux fonctions et aux rôles qu'on lui a donnés. Parce que quand il y avait le milieu à 3, c'est vrai qu'il devait courir et couvrir pardon, un mec comme Sousso qui ne faisait aucun repli défensif. Là, le fait d'avoir quand même d'avoir un rôle qui est quand même plus cohérent par rapport à ses qualités, sans forcément lui demander de faire le jeu, d'être toujours aux 30 derniers mètres et de courir partout, je le trouve bien mieux. Tactiquement, elle est bien plus à l'aise, bien plus apte. Et du coup, je pense qu'il prend en assurance. Et du coup, au lieu de faire un cercle vicieux, ça fait un cercle vertueux où, du coup, de fil en aiguille, je pense qu'il a pris confiance en lui, il a pris de l'assurance. Il commence du coup effectivement à devenir un des cadres de l'équipe. Et on en vient aux joueurs qu'on voit en ce moment, où je rejoins ce qu'ont dit mes deux compères, il est essentiel. Alors je reviendrai sur le fait qu'il soit essentiel par rapport au mercato sur le dernier point, mais à l'heure actuelle, Kessié est, et j'aurais jamais cru dire ça, essentiel au 11 de départ du Milan. Donc vraiment bravo à lui. Et en numéro 1, j'ai mis Jair, parce que j'ai réfléchi, c'est le seul joueur qui, je pense, n'a pas raté un match de la saison.
en termes de qualité, hein, parce qu'il a raté des matchs, comme a dit Aristide, parce qu'il était blessé. Mais il n'y a pas une fois, je me suis dit que Jair, il est en dessous. Alors, j'ai cru me le dire au début, où il a eu 15 minutes compliquées lors du derby. Mais après, il a fini sur un tel match de parton dans le derby que finalement, non. Et du premier match de la saison au dernier match où il s'est blessé, pour moi, il était excellent. Et venant d'un mec qu'on a payé 3 cacahuètes et un paquet de Martin Tamé, je trouve ça franchement phénoménal. Il a été un réel patron. Et même si effectivement, comme ça a été dit, Kaloulou a été très bon lors de son remplacement, même Gabia, je crois, a fait un bon match sur le match qui a suivi la blessure de Gjaer. Mais en termes de leadership, je le trouve excellent. On le comparait un peu à Barzagli lorsqu'il est arrivé à la Juve. C'est vrai que c'est un bon lien. Je pense aussi à. Il me fait penser à Alex. Pas forcément dans le style de joueur, mais sur le fait qu'il est vraiment un leader dans la défense et qui va, je l'espère, je vais faire une transition sur le flop, c'est un spoiler en même temps, qui va, je l'espère, permettre à Romagnoli de retrouver son meilleur niveau, notamment par sa carrure et par sa position de leadership. Mais en tout cas, sur ce début de saison, je n'ai absolument rien à dire aux Danois. Bien, on passe au flop puisque certains joueurs ont quand même déçu, hein, malgré l'euphorie ambiante, il va bien falloir en parler. Aristide, si on pouvait peut-être être un petit peu plus concis, hein, parce que les tops, là, on a vraiment mis le temps. Donc si tu pouvais faire un flop assez court, ce serait pas mal. C'est parti. Eh ben très bien, c'est parti. Du coup, j'ai longtemps hésité, mais en troisième place, j'ai mis Rebic. Pourquoi Rebic? Parce que alors j'ai pas pu le mettre plus haut parce qu'il y en a eu deux autres qui ont été plus mauvais que lui, et puis surtout il a une circonstance atténuante, Rebic, c'est qu'il a quand même pas évolué il a évolué à 90% à un poste qui n'est pas le sien, c'est-à-dire attaquant de pointe quand Ibra était blessé, suspendu ou avait le Covid. Donc voilà, pas facile de noter et de mettre dans les flops et de taper sur un joueur qui est généreux dans l'effort mais qui n'empêche n'est pas à son poste. Mais voilà, il a quand même perdu un peu sa finition, son côté poison qu'il avait l'année précédente, où même s'il ratait plus ou moins ses matchs, il arrivait toujours à te mettre un défenseur par terre ou un but et une super passe décisive. Heureusement, il a retrouvé son poste et bizarrement, il a marqué un but au dernier match, même s'il a quand même été un peu maladroit devant le but. Mais voilà, ça reste quand même bien insuffisant. Je suis pressé pour ma part que Milan, que Ibra revienne ou qu'on achète un numéro 9. Ce sera peut-être une transition pour un autre point plus tard dans l'émission. Mais voilà, je suis pressé que Rebic revienne à son poste côté gauche parce qu'il nous manque vraiment à ce poste-là. Deuxième position, Il Capitano Romagnoli, MJ, désolé, mais c'est insuffisant. Bah non, pourquoi c'est mérité là cette fois-ci. Ah, là, tu étais d'accord? J'ai jamais dit que j'étais pas d'accord, j'ai toujours dit que Romagnoli était décevant, mais je pense qu'il est capable de beaucoup mieux, c'est tout ce que je sais. Ce qui m'énerve, c'est quand on essaye de faire passer le niveau actuel de Romagnoli pour son niveau réel. Ça m'insupporte, parce que tout le monde, enfin tous les gens qui ont un petit peu de mémoire savent que c'est faux, c'est tout. Mais évidemment qu'il a raté sa saison, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, ouais, Romagnoli, bon, malheureusement, même avec Jair, on sent que c'est quand même le maillon faible des deux joueurs. Avec Gabia, il rassure pas. Voilà, entre ses blessures, ses méformes, pour l'instant, c'est compliqué. Il y a eu quelques matchs quand même qui nous laissent un peu d'espoir, mais pour l'instant, voilà, Romagnoli, c'est clairement un des points faibles de ce début de saison. Donc j'espère que ça ira mieux dans les 6 prochains mois, parce qu'on en aura besoin vraiment pour cette qualification en Champions League. Et enfin, numéro 1, alors je suis très déçu parce que j'avais nommé ce joueur l'année dernière, fin de saison dernière, comme meilleur progrès, le joueur qui était le plus en progression la saison passée. Et voilà, cette année, il s'est complètement effondré, c'est Castillejo. Castillejo, cette année, c'est vraiment... vous voyez, je vois un collectif dans cette équipe, je vois un Milan, je vois tout le monde qui s'entend sur le terrain, que ce soit footballistiquement parlant ou même avec des tapes dans le dos, etc. Puis t'as un petit vilain petit canard qui est à côté. C'est Castillejo. Footballistiquement, il est complètement à contre-courant. Il joue à contresens. Il fait trop de touches de balle. Il en fait pas assez. Il est vraiment dans un autre tempo. T'as l'impression qu'il est arrivé hier à chaque fois dans l'effectif. Vraiment, c'est vraiment le vilain petit canard. Il est vraiment à côté. Je sais pas ce qu'il a. Je sais qu'il y a des rumeurs un peu de transfert là où il plaira en Espagne, mais c'est vrai qu'il a vraiment tout raté son début de saison. Le seul truc qui est bien avec Castillejo, c'est que le peu qu'il est rentré, n'empêche, en Europa League, il a quand même mis quelques buts, notamment contre le Celtic de mémoire et contre Lille. Donc il est au moins un peu décisif parfois quand il rentre, mais franchement le reste il rate tout, quoi. Je trouvais que son jeu était quand même
peu stéréotypé contrairement à Souza l'année dernière. Je trouvais qu'il faisait des différences en 1 contre 1 et je sais pas pourquoi il a tout perdu aujourd'hui. Donc voilà, flop numéro 1 mérité pour Castillero qui vraiment se démarque des autres joueurs encore, même des flops. Alors déjà merci pour la concision, mais surtout si je fais un parallèle, on parlait tout à l'heure de la puissance physique de Théo Hernandez et Castillero c'est le contraire. Donc c'est vrai que dans le football Ouais. actuel, si t'as pas de physique, c'est compliqué de suivre, on va dire les choses. Hein, le rythme est trop élevé pour lui, puis surtout épaule contre épaule, il vole à chaque fois. Ça rappelle Honda, hein, dans une certaine mesure, Ouais, c'est vrai. et d'autres joueurs qu'on a pu connaître comme ça, Jovinko, qui pouvaient pas tout simplement dans le football actuel s'épanouir parce que alors après, on va dire oui mais les Espagnols contredisent, certes, mais enfin le physique d'Iniesta, c'était pas le physique de Castillero, excusez-moi. Hein. Bon, on passe à Erko. Ouais, voilà, j'ai hésité à mettre Rebic, mais je me suis dit quand même qu'il y a quand même beaucoup de circonstances. Hein. Il a été blessé assez longtemps au début de saison, et puis il a pas joué à son poste. Hein. Il a joué en pointe, on sait bien que c'est pas son poste. Donc voilà, donc je vais pas me mettre dans les flops. Donc j'ai mis Krunic à la place, parce que oui, je sais que à la base c'est qu'un joueur de banc, mais je trouve que la saison passée, il a quand même fait des bonnes montées. Quand on l'appelait, il faisait des choses correctes. Il était assez bon. C'était un joueur que j'étais content d'avoir sur le banc cette saison aussi. Je pensais que c'était quand même une petite valeur ajoutée dans l'équipe d'avoir un joueur qui se tient prêt à jouer quand on appelle. Cette saison aussi, c'est une catastrophe. Hein. Dès qu'on l'appelle, il fait, je sais pas, 2-3 boulettes par match qui peuvent coûter des buts ou qui coûtent des buts directement. Voilà, et donc, Aristide parlait de Castillero qui était à l'ouest niveau tactique. J'ai l'impression que lui aussi. Je sais Ah, pas t'as s'il y a raison. je sais pas s'il y a eu une révolution tactique de Pioli cet été qu'on n'a pas vu, mais voilà, ça fait partie des joueurs qui ont l'air totalement perdus sur un terrain. Tu sais pas s'il est milieu axial, s'il joue sur un côté, s'il joue à milieu offensif. Tu sais pas ce qu'il veut faire. C'est son jeu de passe qui était quand même pas mauvais avant, parce que c'était un profil qu'on n'avait pas, qu'on estimait même à l'époque où Kessié était mauvais, qui pouvait prendre sa place. Voilà, cette saison-ci, son jeu au pied est aussi catastrophique, il réussit plus rien. Il met plus un pied devant l'autre, et même si l'attitude est plus ou moins toujours là, peut-être un peu trop par moment, mais voilà, c'est un joueur qui me déçoit beaucoup parce que j'avais quand même des petites attentes pour lui, pour l'utilité dans l'effectif. Et voilà, cette saison-ci, il ne le fait plus. En deux, c'est peut-être le vrai flop parce que voilà, on parle d'un joueur qui est excellent, qui a déçu. Le vrai terme de flop, c'est pour lui, c'est pour Romagnoli. Puisque c'est un joueur pour lequel on a beaucoup d'attentes, qui a été excellent d'ailleurs, qui a été un des piliers de l'équipe pendant longtemps. Et qui cette Oui, saison-ci, durablement, il faut le souligner parce que lui ça n'a pas duré que 6 mois contrairement à d'autres, mais c'est vrai. Oui. ah non, non, depuis qu'il est arrivé, il a été bon. Il a su longtemps gérer le brassard de capitaine. C'était même lui le leader quand Bonucci était censé équilibrer l'équipe. C'est lui qui l'a fait. Donc voilà, Romagnoli, on met dans les flops parce qu'on est déçu, parce qu'on sait bien que c'est un très bon joueur. Donc, c'est pour ça qu'on le met dedans. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a eu des problèmes physiques en début de saison qui ont ralenti un petit peu sa progression. Mais même mentalement, on voit qu'il est absolument plus là. On parle aussi d'un joueur depuis le début de saison, fait peut-être une erreur par match qui coûte, idem, qui pourrait coûter des buts. C'est très décevant de sa part. Maintenant, il a quand même remontré 2-3 bonnes choses lors des 2 derniers matchs. Donc voilà, c'est un joueur qu'on espère qu'il va revenir, qu'on va en avoir besoin, très clairement, pour enchaîner la partie la plus dure de l'année, la confirmation du début de saison. Voilà, c'est le capitaine quand même, c'est lui qui a le brassard, c'est peut-être lui qui doit être de plus en avant par rapport aux autres. Hein. Avant, c'était le joueur qui n'avait pas peur d'aller près du but pour marquer, pour le faire. Cette saison-ci, j'ai plus l'impression qu'il se cache, qu'il est conscient des problèmes qu'il a, mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu vraiment pendant longtemps de réservistes pour le remplacer. Donc voilà, je sais que c'est un problème qui va vite être réglé, qu'il va revenir à son niveau, mais j'espère qu'il le fera le plus vite possible. Faut demander à Zlatan d'intensifier les coups de fouet. Ça va marcher. Il y a de grandes chances, à mon avis, ouais, je pense, mais bon. Et en première position, voilà, comme dirait Tom, je vais aiguiser mes couteaux, parce que c'est toujours lui que je m'en prends, qui met toujours dans les flops, mais c'est Castillero. Voilà, j'ai rien spécialement contre lui, parce que c'est pas de sa faute s'il est mauvais, mais il a aucune qualité footballistique. Je veux dire, pour le mode professionnel, en tout cas, même en Espagne, je sais pas. Non, même en Espagne, je sais pas comment il a fait pour réussir, parce que déjà, on parle de physique léger, comme tu dis, Jovinko, Iniesta, etc. Enfin, ah mais j'ai une Jovinko, exception, excuse-moi de te couper, mais justement je réfléchissais au moment où tu parlais. Insigne a un petit physique, mais il s'en sort très bien. Et Mertens aussi, alors, dans ces cas-là. Hein. Non mais Iniesta c'est autre chose, oui. Iniesta je le compare pas à Castillero vraiment parce qu'il avait quand même une endurance et puis épaule contre épaule, il volait pas comme ça, hein, je suis désolé. Les matchs de Ligue des Champions d'Iniesta, fallait voir, hein, ça n'avait rien à voir. Et c'est pas que sa technique, c'est que physiquement quand même il savait répondre présent bien davantage que celui qui joue au Milan. Alors oui, et puis c'est ce jour de football professionnel où quand tu le vois torse nu, t'as pas de complexe, parce que tu te dis que t'es peut-être mieux que lui. Donc c'est à ce niveau-là, c'est quand même très important. C'est sûr que et puis c'est plus difficile. Oui, évidemment.
Mais il y a des joueurs qui compensent peut-être leur physique par une très bonne technique. Donc, et là, c'est pas du tout le cas parce que autant techniquement, par exemple, un joueur comme Suzo qui était pas non plus une bûche, qui était un petit, un peu frêle comme ça, mais il avait au moins un bon pied gauche et il sait plus ou moins s'en servir quand il en avait envie. Et qui a Donc gagné là, l'Europa League. et qui a gagné l'Europa League. Donc, pas en tant que tueur, hein, je pense. Mais bon, dans tous les cas, en tout cas, il y avait quand même des qualités qu'on pouvait apercevoir. C'est C'est sûr. Que Castillero, j'en vois pas, parce que même sa frappe de base, ses dribbles, il rentre sur son pied gauche, un peu façon Robben, mais il le réussit quasiment pas. Même Makers, qui est droitier à la base, le fait mieux que lui pour le moment. Donc, et c'est pas du tout son geste de prédilection. Donc, voilà, pour moi, ces joueurs n'ont vraiment aucune qualité. Et voilà, c'est les joueurs qu'il faudra se débarrasser le plus vite possible, parce qu'apparemment, il y a quand même une bonne valeur marchande encore en Espagne. Il y a encore des joueurs, des clubs pardon, qui devraient, on parle de 15 millions. Donc, c'est peut-être le moment d'en profiter avant qu'ils se rendent compte qu'ils font une erreur. Donc, voilà, j'espère que ce sera vite fait et qu'on le remplacera par un joueur qui sera plus utile avec de bonnes qualités offensives pour le prochain mercato, en tout cas. Tom, Alors, je vais juste rebondir avant de faire mes flops sur Krunic, parce que j'ai un début d'explication, ou de supposition en tout cas, qui peut expliquer pourquoi il aurait déçu Nico. C'est que l'inverse de Kessié pour moi. C'est qu'en fait, on a acheté un joueur qui était un mezzala, qui réussissait en tant que mezzala à Empoli, qui du coup faisait des rentrées, apparemment en tout cas de ce que j'avais entendu, intéressantes en tant que mezzala avec Milan, lorsque Milan jouait dans un milieu à 3. Et que le dispositif actuel a bénéficié à pas mal de joueurs. Je pense à Kessié, je pense à Çalhanoğlu, mais par contre, lui, en l'occurrence, lui, pour le coup, c'est vraiment une victime de ce dispositif-là, parce qu'effectivement, je le trouve totalement perdu. Pour moi, c'est pas un mauvais joueur, mais par contre, il est juste plus du tout adapté pour l'équipe et pour le dispositif. C'est bien C'est d'ailleurs possible. pour ça que je n'ai même pas pensé à le mettre, parce que pour moi, c'est pas forcément lui en soi qui est mauvais, c'est juste qu'il est plus du tout adapté à aucun poste de l'équipe. Voilà. Ensuite, j'ai pensé en flop à Rebic, mais finalement, pour les raisons évoquées, je ne le mettrai pas parce qu'effectivement, il a été beaucoup blessé et surtout beaucoup en pointe. Et je pense aussi que l'équipe a du mal à jouer avec une pointe qui est différente de celle d'un profil comme Ibra. Donc pour les flops, j'ai mis en 3 et il n'a pas été cité, c'est Brahim Diaz. Ça peut paraître sévère parce qu'il n'a pas eu immensément de temps de jeu, mais je l'ai mis parce que je pense que c'est celui qui m'a le plus énervé, notamment en fin de saison. Et notamment quand il jouait titulaire. Oh là, le nombre de fois où on a gâché un remplacement en le faisant sortir tôt à la mi-temps ou à la 50e, c'était assez impressionnant. Alors autant des fois en rentrant en cours de jeu face à la défense un peu fatiguée, il peut apporter quelque chose. Autant en Italie, quand il est titulaire, je le trouve inintéressant. Sa capacité, son QI football dans les 30 derniers mètres est alarmant. J'ai en tête, je crois, c'est contre Sassuolo, peut-être que vous me direz si je dis une connerie, où il a une sorte, un 2 contre 1, où il va s'embourber dans un choix pourri, où il va tirer, Ouais, alors c'est ça. où il avait Léao, je crois, sur la À gauche. gauche, ouais. C'est totalement Brahim Diaz depuis le début de la saison. Alors, il est jeune, certes, il faut qu'il apprenne à découvrir un peu un nouveau championnat, mais par rapport à d'autres recrues, je trouve qu'il est vraiment en retrait par rapport aux autres. Et je vois pas de plus-value. Et pour l'instant, je ne mets pas un trait définitif là-dessus, mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi on le recruterait pour l'année prochaine. En numéro 2, j'ai mis Castillero pour les raisons évoquées. Merci pour tes buts. C'est très gentil à toi, mais t'es nul. Alors autant j'ai pu me tromper sur plein de monde. Alors c'est vrai que je fais des mea culpa à gogo depuis le début de l'émission. Mais alors lui par contre j'ai eu raison. Parce que il est pas bon tout simplement. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Un peu comme Nico, j'espère que il partira cet été, parce que je ne le vois pas partir en hiver. Il partira cet été et qu'on recrutera quelqu'un de meilleur, parce qu'à l'heure actuelle, même en tant que remplaçant de Saelemaekers, je le trouve très insuffisant. Et en numéro 1, alors lui pareil, ça a bien changé, parce que c'était souvent dans les tops, j'ai mis Romagnoli, parce que de nos 11 titulaires, pour moi, c'est le moins bon. Alors effectivement, il a été bon par le passé, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, waouh, je le trouve vraiment en dessous de tout. Alors sur les derniers matchs, je trouve qu'il y a un net progrès, notamment face à la Lazio où j'ai trouvé excellent. Donc ça me fait avoir quelques regrets de le mettre quand même numéro 1, mais objectivement sur les 11 titulaires, je ne vois pas qui mettre d'autre que Romagnoli. Parce que c'est le seul qui m'a déçu. Voilà, on va appeler un chat, hein, c'est le seul qui m'a déçu, c'est le seul que j'ai trouvé le moins bon, c'est le seul où j'ai le plus de reproches. Et en plus de ça, effectivement, c'est le capitaine, c'est celui où on est censé attendre plein de choses de lui, c'est celui qui a pu nous montrer par le passé être vraiment bon.
Bah là, oui, bah forcément, on a un seuil d'exigence qui est un peu élevé. Et quand on voit qu'ils progressent plus, ou pire, qui régressent depuis que j'ai repris à regarder les matchs, bah forcément, je suis obligé de le signaler. Donc pour moi, ça c'est logiquement que je le mets en numéro 1. Aristide, une petite réaction? Ouais, une réaction sur les flops de mes camarades. C'est vrai que, enfin, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui viennent de Liga espagnole et qui sont des flops, que ce soit en Italie, hein, ou même surtout au Milan, là, comme on peut le voir. Mais c'est vrai que les bons joueurs de ballon, les pépites espagnoles, elles sont souvent frêles, elles réussissent souvent bien en Liga, mais en Serie A, elles manquent toujours de physique, hein. On parle de Castillero, mais c'est vrai que Brahim Diaz, c'est à peu près pareil, je rejoins Tom là-dessus. Il y a avant, bon, il y a eu Didac Villa, il y avait eu des Boyan Kriek, Souzo, et le point commun entre tous ces joueurs, c'est qu'ils viennent tous de Liga, et ou qui sont espagnols, et surtout qu'ils n'ont aucun physique et qu'ils se font à chaque fois bouger en Serie A, et c'est vrai que c'est un championnat Enfin, on a loué les miettes de ce championnat pendant une dizaine d'années. Moi, c'est un championnat personnellement que je n'ai jamais vraiment apprécié. Mais voilà, j'ai toujours trouvé que ce championnat, enfin, c'était un championnat très peu physique, voire même très peu tactique, mais surtout technique. Et je pense que nos recruteurs, ou même les recruteurs généralement italiens, devraient regarder un peu plus ou se méfier un peu plus des joueurs venant de ce championnat, parce que on arrive quand même souvent, que ce soit au Milan, ou même dans d'autres clubs d'Italie, pour suivre un peu les autres équipes parfois, à la même conclusion, c'est que les joueurs de Liga sont beaucoup trop légers physiquement pour évoluer dans le championnat qu'est le Calcio Serie A. On avait eu Rosemary aussi pour les plus anciens qui ont suivi le football milanais au début des années 2000, mais puis d'autres, hein, il y en a d'autres qui sont passés comme ça, étoile filante au Milan. Maintenant, c'est vrai aussi que ça donne au Barça encore plus de mérite d'avoir piétiné l'Europe pendant des années avec Guardiola, hein, parce que c'était C'est une clair. équipe qui était pas spécialement physique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui savait damer le pion à tout le monde avec un football venu d'ailleurs, disons les choses, que moi je n'appréciais pas Mhm. particulièrement d'ailleurs, hein, Moi ce non plus. tiki-taka, ça m'a jamais emballé du tout, mais c'est leur style, ils l'ont cultivé, et en plus ils l'ont cultivé avec 9 joueurs formés au club titulaire, quand même, il faut le dire, hein, dont 8 espagnols. Bon, donc ça valait quand Ouais, même le détour. Et, non, mais je trouve quand même qu'il faut le rappeler, parce que c'est quand même phénoménal, et depuis ils ont Ouais. du mal à renouveler cela, bien sûr, parce que vous avez vu qu'ils sont passés à un football plus d'individualité, venu d'un peu partout, et qu'on voit plus ce centre de formation là qui venait là, de la Cantera, de la Masia, sortir en équipe première. Erco, qu'est-ce que tu voulais ajouter? non, juste pour rebondir sur le Barça, pour dire que je pense qu'il a surtout réussi au Barça et qui flop depuis son départ, c'est Iniesta, hein. Pour moi, Ouais. on parle Et beaucoup de Xavi. Messi. Ouais, Ah ouais. Xavi, Oui, Xavi, Busquets, mais Plus Iniesta généralement, encore. Je oui. Pedro, pense que Puyol. Iniesta encore au-dessus. Je pense qu'il était complet. C'était vraiment le cerveau de l'équipe. C'est ce joueur du monde où tu es obligé d'être constamment à 4-5 autour de lui pour pouvoir essayer, en tout cas, de minimiser ses gestes. C'est un joueur exceptionnel qu'on a souvent comment dire, sous-estimé son apport, parce qu'on parle beaucoup trop de Messi à mon goût, même s'il est exceptionnel évidemment. Mais on voit bien que depuis qu'Iniesta est parti, ben, ils n'ont plus rien gagné. Donc c'est pas un hasard. Donc ouais, je pense que le tiki-taka a marqué grâce à lui. Et c'est pour ça que Guardiola n'a pu gagner avec les champions non plus après Barça. Donc voilà, sans minimiser évidemment ce qu'il a fait. Bon, alors j'ai encore lancé une digression, on va m'en vouloir, mais Aristide veut ajouter quelque chose. Ouais, parce que c'est un super débat et je l'ai souvent, mais c'est vrai que, bon, comme vient de dire Erco, Guardiola n'a jamais réussi à reproduire ce qu'il a fait avec le Barça. Avec City, pour l'instant, c'est un gros échec, surtout en Champions League. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que moi, voilà, le tiki-taka, moi, j'ai jamais apprécié ça. Mais il est toujours plus facile de faire du jeu, et j'ai envie de dire n'importe quel jeu, qu'il soit beau ou pas, quand t'as 3 des 4 ou 5 meilleurs milieux de terrain du monde, quoi. Le Barça, le tiki-taka de Guardiola de 2010, 2011 ou autre, quand t'as Xavi, Iniesta, Busquets et compagnie, voilà, ça fait partie des 3 et des 5. Derrière, t'avais peut-être Pirlo ou encore Gérard. Donc, effectivement, c'est surtout dû pour moi aux 3 meilleurs joueurs du monde, 3 meilleurs milieux de terrain de 2010, Issu du centre de formation. issus du forme de Rappelons-le. formation, que Donc il y a la une école, tactique c'est pas un Guardiola, hasard. quoi. Non, Et c'est d'ailleurs, pas un ils ont hasard, laissé mais filer il a Thiago disposé des Alcantara, bons ils ont dû le joueurs. regretter, parce que Thiago Alcantara, c'est pas un mauvais C'est un joueur non plus, super, hein. c'est un super joueur, Thiago Alcantara, clairement, clairement. Mais voilà, c'est aussi dû à une super équipe et surtout à de super joueurs plus qu'une belle tactique pour moi. Bon, on passe maintenant aux ambitions du Milan, parce qu'évidemment on est premier à la trêve, donc il faut bien peut-être revoir nos ambitions à la hausse. Je rappelle qu'on n'avait pas placé le Milan dans les 4 premiers, à part peut-être Nico qui pensait qu'on pouvait intégrer les 4 premiers en fin de saison et donc se qualifier pour la Ligue des Champions. Bon, je crois que là maintenant on va le dire, hein, le Milan devrait, hein, sauf catastrophe cataclysmique, se qualifier pour la Ligue des Champions. Tom, quelles sont nos ambitions? Et puis avec quels joueurs? Peut-être peux-tu également saupoudrer ton analyse de quelques idées de mercato, de transfert. Bah, je vais commencer par le mercato avant de parler des ambitions. Je pense qu'on a vu, et ça fera une transition aussi pour le mot de la fin, qu'on a beaucoup de blessés,
qu'il faut un effectif dense, qu'on a un rythme très élevé en termes de matchs par semaine, et qu'on a, même si d'habitude j'aurais envie de dire que avoir juste un ramp, enfin avoir les effectifs doublés, ça suffit. Là, franchement, vu la cadence et vu les blessures, je me dis qu'un ou deux ou trois de plus, ça peut ne pas être dérangeant. Parce qu'on a quand même fini la saison avec Gjaer, Benasser, bon, caissier par suspension, Ibra, blessé, et le dernier match avec Tonali et Rebic qui est à 50%. Donc je pense qu'on a besoin, pour s'assurer, comme tu dis, une place en Ligue des Champions, d'avoir au moins deux renforts. Je pense un défenseur central, ce qui devrait être le cas, parce que Duarte et Musacchio devraient partir de ce qui en dit. Alors à l'heure actuelle, on parle de Simakan, je ne connais pas la prononciation, désolé, qui est un jeune défenseur de Strasbourg, que je ne connais pas spécialement, mais dont on m'a vanté les qualités, qui serait un profil un peu similaire à Kalou, avec un peu plus de potentiel et en tout cas d'expérience, parce qu'il a le même âge que Kalou, mais il a fait beaucoup plus de matchs depuis le début de sa carrière. À voir, je ne connais pas, donc j'ai pas d'avis. Ensuite, moi, j'aimerais bien également un milieu, parce que comme ça a été dit très bien par Nico, et comme je l'ai rajouté par rapport à Krunic, qui selon moi n'est pas adapté, quand Kessie n'est pas là, j'ai pas spécialement envie de voir Krunic, parce que je sais que ça va pas marcher. Voilà, donc on va arrêter d'essayer, ça marche pas, on l'a vu, ça marche pas. Donc pour remplacer Kessie, pour moi, il faut quelqu'un. Parce que Tonali fait très bien le numéro 3, hein. Moi, je n'ai trop rien à dire à Tonali, hein. Il progresse à son rythme. Il a eu un peu de mal au début, mais pour l'instant, sur les dernières prestations, je le trouve vachement intéressant. Mais le problème, c'est que quand on en a deux qui sont blessés ou quand il faut faire tourner, j'ai pas spécialement envie de voir Krunic. Donc, pour moi, il faut une recrue. Et même si je pense qu'on ne se dirigera pas vers ce cas-là, parce que Léao a été plutôt intéressant devant, moi, j'aurais bien aimé un buteur pour remplacer Ibra, mais je pense que ça ne se fera pas, même si moi, je l'aurais bien vu. On avait évoqué Scamacca, si je ne m'abuse. Hein. Scamacca, on avait évoqué, merde, comment il s'appelle, Jovic du Real, des profils un peu absolument effarants avec Graziano Pelé qui sort de 4 ans à se dorer la pilule en Chine. Je pense que finalement, foot, hein. Apparemment, football, t'es bien gentil en Chine, je pense que c'est un peu limite quand même, hein, mais bon. Non, puis je pensais qu'après son penalty de l'Euro 2016, il avait raccroché, mais non. Non, apparemment pas, mais je pense que de toute façon, on se dirigera plus vers un défenseur et peut-être un milieu, ce qui serait déjà pas mal. Mais alors, Tom, le Milan champion ou pas? Moi, je pense pas. Pour la simple et bonne raison, et je n'ai pas envie que ça se passe, mais je pense que ça va être pour l'Inter. Parce que l'Inter n'a plus qu'une seule compétition, et ça rejoint un peu ce que je dis. Je pense qu'on va arriver dans une saison où le rythme va être très intense. Et l'Inter qui va jouer que le championnat avec l'effectif qu'ils ont, je pense que ça va finir par payer. Alors, ça va être, pour moi, c'est une triste image que ça va être pour la Serie A, parce que voir le football de Conte, que je trouve horrible, parce que là, autant ce qu'il avait pu produire avec l'Italie, il n'y avait rien à dire, autant ce qu'il produit avec l'Inter, je trouve ça horrible. Parce que tu les regardes, toi hein? Tu les regardes? Ça m'est arrivé, et avec regret à chaque fin de match, parce que c'est assez horrible. Je les ai vus que contre nous, moi, donc je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Ils jouent comment, Conte? C'est une bouillie tactique, c'est du non-jeu permanent, c'est de la dépendance c'est des longs ballons envoyés à Lukaku qui effectivement c'est la dépendance à Lukaku. Mais le problème, c'est comme je te dis, c'est qu'ils sont solides. Ils sont solides. Ils ont, à part en début de saison, ils ont assez peu de blessés, avec un effectif qui est, à mon sens, meilleur que le nôtre et surtout plus fourni. Pour moi, ils vont finir par nous passer devant. Maintenant, j'espère, et ça, effectivement, on est en droit d'espérer, avec notamment les points d'avance que j'ai évoqués en début d'émission, on est en droit d'espérer à minimum d'avoir le top 4, et j'espère avoir le podium. Je crains un peu un éventuel retour de la Juve, parce que même si j'ai des doutes sur la qualité de Pirlo sur le banc, malgré tout, la Juve, ça peut être costaud et ça peut nous passer devant, et on verra d'ailleurs bientôt en janvier, parce qu'on les affronte bientôt, et puis eux, quelle sera notre place. Ils ont moi je me dis potentiellement Pardon? Ils ont une profondeur de banc, la Juve. Exactement, donc du coup c'est un peu le même principe que l'Inter, sauf que l'Inter a beaucoup plus d'avance et n'a plus que le championnat. Donc je me dis peut-être que la Juve pourrait nous passer devant. Par contre pour les autres, franchement, je vois pas, et ça c'est vrai que je suis assez optimiste, je vois pas deux équipes nous passer devant encore. Donc je me dis que dans le pire des cas, on devrait être quatrième, en espérant vraiment avoir le podium.
Ce En qui étant serait très selon moi déjà une pessimiste, très hein, belle parce que réussite. bon, on va essayer quand même d'espérer mieux, on est supporter, mais je comprends tes réserves parce que effectivement l'histoire nous a enseigné qu'il fallait jamais, jamais, jamais crier victoire. On a connu plein de choses, on a connu la finale de Ligue des Champions 2005 et on a connu Exactement. également des demi-saisons côté milanais qui pouvaient de temps en temps nous enthousiasmer pour mieux redescendre sur terre par la suite. Aristide, quel Exactement. joueur, quelles ambitions? Au niveau des ambitions, je vais rester sur ma ligne de conduite du début de saison. Moi, je croyais au top 4, mais j'avais dit que ça dépendrait aussi et surtout des équipes en face, si elles faisaient une bonne saison ou pas. Aujourd'hui, je crois toujours au top 4, évidemment. Par contre, je crois toujours pas au titre. Je me le refuse, tout simplement. Alors peut-être que j'ai peur d'être déçu, mais voilà, je considère aussi, à l'instar de Tom, qu'on n'a pas aujourd'hui l'effectif en Serie A déjà pour tenir toute la saison, mais aussi pour faire tourner, puisqu'on rappelons qu'on a l'Europa League du coup à partir de février prochain. Alors peut-être que ça va tourner court, hein, on sait pas, mais voilà, entre les Covid, les blessures, puis finalement notre attaquant de pointe qui a 39 ans et sur lequel on se base beaucoup quand même pour jouer. Voilà, je nous vois un peu court et l'Inter, j'ai aucun doute sur le fait que l'Inter qui n'a plus qu'une compétition à jouer, comme l'a dit Tom, même si le jeu n'est pas au rendez-vous, nous passera devant parce qu'ils ont quand même une qualité certaine, un effectif bien fourni. Et voilà, je rejoins Tom sur le fait que, alors, moi j'ai aussi suivi beaucoup de matchs de l'Inter cette année. Honnêtement, oui, rien à voir avec l'Italie de 2016 hein, pour Conte. C'est très poussif, ça ronronne quand même pas mal au milieu de terrain, très peu de verticalité. Franchement, c'est en fait la différence qu'il y a entre l'Inter de Serie A et l'Inter de Champions League. Autre que le niveau, c'est aussi la réussite, parce que c'est vrai que je trouve que cet Inter en Serie A a beaucoup de chance. Sensi est revenu ou pas? Ouais, Sensi est revenu. D'accord. D'ailleurs, Sensi, ça Il est fait sur quand le même banc. 4-5 matchs d'affilée qu'il a. Ouais, c'est ça, qu'il s'est pas blessé. Il est sur le banc. Il est rentré, le dernier match en seconde mi-temps. Je sais plus contre qui c'était, peut-être le Genoa. Il a été décisif avec C'est une Las super Vérone. passe. Et Las Vérone, c'est ça. Il a Ça été m'intéresse parce que je décisif. pense à l'Euro, c'est pour ça que je pose la question. Je sais que Barella est excellent tout le temps, mais Ouais. Sensi est un Eh ben, joueur là, il très est revenu. intéressant que j'aimerais Ah bien ouais. voir revenir. Ouais. Mais c'est un très bon joueur, c'est dommage qu'il soit autant blessé, mais écoute, là, ça fait quelques matchs qu'il revient, et quand il joue, l'Inter va beaucoup mieux, moi je Et trouve, puis le jeune enfin, pour ma défenseur, vous part. me dites qu'il est solide, qu'elle est solide cette Bastoni. défense de l'Inter. Oui, Bastoni Ah, il est très confirme bon. donc. Ouais, très bon. Il est Ah ouais, très ouais, très bon. franchement, ouais. Bastoni, bah, pour moi, c'est le leader de la Et défense, puis c'est au celui même qui va niveau que passer devant Skriniar. Romagnoli. Hein. À Ouais, l'Euro, c'est celui qui va passer malheureusement, devant ouais, Romagnoli. je trouve Ah bah aussi, ça, ouais. de toute façon, Romagnoli sera peut-être même pas dans les 23, donc quoi qu'il C'est arrive. même probable. Oui, voilà, donc puis ce serait logique qu'il y soit pas. Donc que Bastoni tienne la baraque, ce serait bien. Surtout que Bonucci, d'après ce que j'ai compris, est en train de sombrer depuis Ouais, quelques Ah temps. complètement. ouais, Hein, Ah ouais, donc il va complètement. falloir trouver la paire de défenseurs. Bon, encore une fois, je digresse, c'est de ma faute, pardon, mais voilà, c'est ce qui m'intéresse parce qu'il y a quand même l'Euro en fin de saison et j'y tiens quoi, particulièrement. Mais vas-y, Aristide. Donc juste, voilà, la différence entre les deux compétitions pour l'Inter, c'est que l'Inter joue de la même façon, mais l'Inter a pas eu beaucoup de réussite en Champions League, mais je trouve a beaucoup de réussite dans ce début de saison. Je pense au match contre le Torino, qui est actuellement dernier hein, de Serie A, où le Torino mène 2-0 et il s'écroule en 5 minutes, ils se prennent 3 buts. Enfin, franchement, l'Inter a eu beaucoup de chance cette année. Pour l'instant, ça passe. Et voilà, moi, je pense aussi que l'Inter sera championne. Je vois la Juve revenir à un moment, mais peut-être trop tard. D'autant que la Juve, il y a quand même la faiblesse qu'ils ont cette année, c'est qu'il n'y a pas de collectif. Pour moi, ça se repose sur un joueur. Donc, au niveau des ambitions, je nous vois 3 ou 4e. Alors, je vais un peu contredire ce que dit Tom et peut-être ce que dirait Arco, mais moi, il y a une équipe qui me fait particulièrement peur, étrangement, c'est la Roma. Pourquoi la Roma? Parce que j'ai suivi quelques-uns enfin même pas mal de leurs matchs cette année. Ils ont une grande qualité, je trouve, et enfin, cette qualité, elle appartient qu'à la Roma depuis ce début de saison en Serie A, c'est qu'ils gagnent tous leurs matchs contre les petits. Alors, heureusement, ils ont perdu tout contre les gros, mais contre les petits, c'est toujours... ils mettent souvent des belles valises, hein, des 3-0, des 5-1, etc. Défensivement, c'est très friable, mais ce qu'on peut reconnaître à la Roma, c'est qu'elle rate jamais un petit match et et que offensivement, ça marche très bien. Le duo Dzeko Mkhitaryan est franchement très fort. Verretou est pas mal, Pellegrini non plus. Honnêtement, la Roma c'est très intéressant cette année d'un point de vue offensif et ils perdent jamais contre les petits ou ils ne perdent pas de points en faisant des matchs nuls contre les petites équipes et c'est vraiment une qualité qui leur est propre cette année. Donc moi j'ai un peu peur. J'espère que contre les gros ils vont continuer de se prendre des valises parce qu'au contraire contre les gros c'est un peu n'importe quoi. Mais j'espère que c'est une équipe qui va s'écrouler en deuxième partie de saison parce que pour l'instant ils sont quand même 3e de mémoire hein. Et voilà ils ont un jeu plutôt intéressant donc voilà je pense 3 ou 4e pour le Milan à voir avec la Roma ce qu'ils font. Et je Et au poursuis sur niveau ma des lancée, excuse-moi, mais a-t-on des nouvelles de Zaniolo? bah il y a toujours les croisés, je sais pas quand il revient, c'est vrai, c'est une bonne question.
Sera-t-il prêt pour l'Euro? C'est la grande question. Ah, honnêtement, j'y crois pas. Bon, d'accord. Au moins, Moi, on est moi d'accord j'y sur crois pas. Après, j'avoue que je suis pas son établissement en mois par mois, mais il s'est fait les croisés quand Zaniolo? C'était que je dis En pas de octobre, conneries, non? en octobre, c'est ce que j'allais C'était avec dire. Ouais, l'Italie, hein. ouais, c'était avec l'Italie en octobre, donc ouais, 9 mois, genou gauche, ouais, ça va être juste. Hein. Ça va être juste. Franchement, Bon, il pourra être revenu pour la après, Coupe du Monde. vu comment il est revenu tambour battant lors de ses premiers Mais peut-être croisés, trop, justement. Ouais. ouais, S'il revient trop vite, ça sert à rien. Ouais, mais bon, il a affiché un niveau quand même assez phénoménal avec un retour très rapide, quoi. C'est ça qui est impressionnant Et avec puis ce un joueur. but extraordinaire qui nous avait mis, Ah je sais ouais. plus contre qui vraiment. Alors là pour le coup, si Spal. on parle de talent italien, lui en a. C'est clair, lui c'est un monstre. Qui nous fasse pas une Giuseppe Rossi, qu'il n'aille pas se blesser en permanence tous les 6 mois. Mais tu n'avais pas fini, je t'ai encore coupé, pardon. Non, je termine juste sur. Alors, au niveau des ambitions, c'est bon. Et au niveau du mercato, j'avoue que j'étais. Alors, avant les performances j'allais dire de Lukaku, de Kalulu, toute récente, voilà, je militais fortement pour un défenseur central, étant donné les passages à vide de Romagnoli et la blessure de Gabia. Mais c'est vrai que Kalulu m'a vraiment rassuré sur ce point-là, et du coup, je pense que le poste de défenseur central n'est peut-être pas aussi urgent qu'il n'y paraît, parce que voilà, en 1-2, on va dire qu'il y a Romagnoli et Gjaer. Après, on a quand même en 3 et 4e position, on a quand même, voilà, maintenant on a Kalulu et Gabia. Et Musacchio, Donc, c'est fini. Musacchio, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui, il s'était embrouillé avec, il voulait pas rentrer, il s'est embrouillé avec Pioli parce qu'il voulait le faire rentrer à la 80 et quelques et que monsieur n'avait pas apprécié. Ok. Donc je suis pas sûr que en la présence de Gabia et Kalulu, c'est-à-dire du 3 et 4e défenseur, je suis même pas sûr que. Bon, ça sent le transfert, ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est en 5e voire 6e position derrière Duarte, donc c'est pour dire. C'est Ah pour oui, dire. effectivement, quelle performance. Bon, Ouais, Erko, ouais, c'est clair. allons-y, Erko. Ben, je rejoins totalement ce qu'Aristide a dit sur la Roma. Hein. C'est quand même, voilà, je vais faire rapide sur le coup. Mais voilà, c'est une équipe qui gagne un match qu'elle doit gagner. C'est quand même une équipe assez compétitive pour la saison, qui n'a pas grand-chose à jouer, juste l'Europa League, mais sans grande ambition dedans, je pense, qui a quand même terminé première. Donc voilà, faut pas sous-estimer, même si ces 2-3 derniers matchs, d'un point de vue qualitatif, quand t'es petit, c'était pas vraiment ça. Mais bon, globalement, c'est une équipe qu'il faudra faire attention. Et voilà, donc sinon pour nos ambitions à nous, en tout cas, je pense que voilà, moi je reste dans l'idée que c'est la 4e place qu'on doit viser. On ne doit pas se mettre une pression parce que si on commence à viser la première place, on risque de se mettre une pression inutile pour rien. Surtout que comme l'a dit Tom, l'Inter d'un point de vue effectif est meilleur que nous et eux, la différence de nous, c'est que eux, ce qui pourra peut-être se faire défaut, c'est qu'ils sont obligés de gagner le Scudetto. S'ils veulent réussir la saison, ils sont obligés. Nous, une 4e place, et même si on perd l'Europa League, une 4e place, tout le monde sera heureux, l'objectif sera atteint, donc la pression est beaucoup moins grosse sur les épaules de Pioli que sur celle de Conte, qui joue en plus sa réputation, parce que voilà, il commence à flopper un petit peu ces temps-ci, parce qu'à Chelsea, c'était pas, même s'il a gagné une fois la première ligue, c'était pas vraiment, il n'y a pas d'essai d'empreinte indélébile. Donc voilà, c'est un entraîneur qui va se mettre une pression tout seul, et l'effectif aussi, parce qu'il y a une 2e saison noire comme ça d'affilée, ça leur ferait du mal. C'est là où ça pourra jouer. Mais voilà, je pense qu'ils ont quand même les qualités pour gagner, en tout cas, même si c'est souvent tout juste, et si c'est un jeu qui est horriblement dégueulasse. Mais bon, l'équipe de Mourinho a gagné le triplé avec un jeu dégueulasse. Donc voilà, on peut pas non plus comparer non plus, demander l'impossible. Je pense que Et c'est il un n'a peu pas dans gagné l'ADN que la Serie A, Mourinho. Il en a gagné des compétitions. Non, oui, mais c'est ce que je dis, qu'on peut gagner avec un jeu dégueulasse n'importe quelle compétition. Donc c'est Moi, je trouve voilà, pas c'est ça pas la dégueulasse, mais chacun ses goûts. Bah, Mourinho, c'était quand même souvent, enfin, je vais pas dire anti-football, parce que j'aime bien un jeu défensif, mais il y a par moments, je me demandais où il voulait en venir. Tu te rappelles quand il a tiré c'est- l'oreille là, de l'adversaire du Real, de l'entraîneur du Real, je crois, non, du Barça, pardon. Excusez-moi, il était au Real évidemment, et l'entraîneur adjoint du Barça, je crois, s'est fait tirer l'oreille par Mourinho. À vérifier, mais il y a un truc comme ça qui s'est passé. C'est vrai que parfois il était un peu pitre. Oui, mais ça, à la limite, c'est pas, voilà, je pense que c'est pour se faire aimer des supporters, et ça marche. Parce que c'est quand même une idole à Chelsea, je pense qu'il est encore apprécié à l'Inter aussi. Donc, mais bon, pour revenir aux ambitions, je pense que on doit rester fixé sur la 4e place, que c'est largement faisable, mais en tout cas, même si ça peut être très vite dans le football, hein, il suffit d'un ou deux blessés encore importants, même si on a quand même démontré une force mentale à ce niveau-là, de savoir gagner sans nos joueurs clés. Le mercato sera peut-être important pour justement, parce que pour confirmer ce qu'on a fait en première partie de saison. Je pense que dans l'idéal, il faudrait quand même déjà prendre un défenseur latéral, hein, parce que soit on met Dalot à droite et on recrute un Vistéo, ou Dalot reste à gauche et on prend un Calabria, parce que Conti va partir de source sûre. Donc il est quasiment pris par Pioli, et donc il rentre plus dans l'effectif. Donc il faudra absolument retrouver quelqu'un qui a au moins des qualités assez offensives aussi, qui rentre dans le jeu de Pioli, dans la façon de jouer.
Donc, ce sera important aussi de bien recruter à ce niveau-là. C'est un milieu de terrain aussi pour remplacer Kessié, ça va être important aussi. En profil, je pense qu'il y a un profil low cost qui me plaît bien, c'est Pessina, qui, même s'il n'est pas titulaire à l'Atalanta, moi, il m'a fait des bonnes rentrées, je trouve, notamment en Ligue des Champions à leur dernière victoire. C'est un joueur qui a des qualités, qui peut jouer au poste de box-to-box un peu comme Kessié, même s'il n'a pas un volume physique, en tout cas, que la musculature de Kessié, il compense par d'autres qualités, et puis ça restera quand même une réserve, donc on n'a pas obligé de prendre un joueur aussi fort. Sinon, voilà, j'ai entendu parler qu'il y avait la banqueroute à Lille quand même, et qu'il y avait quand même des joueurs de qualité. Quand même, notamment Renato Sanchez qui a fait une grosse impression contre nous donc au match aller, qui a quand même été très important. À voir s'il accepterait de venir pour en tout cas jouer entre guillemets la doublure. Et puis bon, je pense qu'il y aura quand même d'autres gros clubs dessus. Sinon, Soumaoro aussi, qui a un profil assez similaire à Kessié, pourrait être bien. Maintenant, tout dépend aussi des finances, de ce qu'on aura. Des points de vue profil aussi, nous, on aura absolument besoin d'un joueur offensif polyvalent qui pourrait tenir au moins un ou deux postes, pas forcément un attaquant de pointe, mais un joueur qui sait jouer milieu offensif ou attaquant. C'est des profils, j'ai vu qu'on suivait, même si en janvier c'est impossible, parce que le club ne lâchera pas, mais il y a deux Ketelaar, donc un joueur de Bruges, qui est une pépite, maintenant qui risque de coûter cher et qui risque pas de partir en janvier, parce qu'ils ont des ambitions aussi pour cette année-ci, et qu'ils ont les moyens de le retenir. Mais en tout cas, il faudra penser à un joueur qui peut combler certains postes, comme Diaz devrait faire, mais comme l'a dit Tom, il ne le fait pas parce il monte pas les attentes qu'on attend de lui. Et aussi donc en tout cas une doublure à droite, en tout cas pour commencer une doublure. Et voilà, pour apporter une vraie concurrence à Saelemaekers, un profil peut-être un peu différent, peut-être prendre un profil un peu plus offensif pour jouer certains matchs. On a vu que certaines fois, quand on domine un petit peu, il y a un petit peu de mal dans le dernier geste. Donc, le temps de faire progresser, peut-être prendre un autre joueur. Moi, j'aime bien Orsolini, qui est un petit peu en difficulté à Bologne, qui ne devrait pas coûter non plus énormément. Bon, il y a aussi un profil de joueur avancé, il y a toujours un risque. Hein, mais bon, je peux prendre Orsolini, Berardi, mais dans ce profil-là, je pense que ce sera important aussi, parce que si ce Macker se blesse, on n'aura rien d'autre à ce poste. Donc, c'est des doublures, des postes à combler qui sont très bonnes dans le 11 de départ, mais qui n'ont pas de remplaçant. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra peut-être viser les 3 premières places. Hein. Parce que, comme c'était dit, je pense pas que la Juve se relancera, parce que il y a quand même beaucoup de lacunes. Même, on peut parler d'une grosse équipe, mais je trouve pas que leur milieu de terrain est spécialement impressionnant. Je trouve que Bennacer Kessié, c'est plus fort que leur milieu de terrain. C'est pas exceptionnel. Ils ont aussi des lacunes à combler. Ils sont déforcés ces derniers temps. Le mercato, depuis que Marotta est parti, c'est une catastrophe. Donc c'est plus la Juve d'avant. Ils n'ont plus les avantages qu'ils avaient un petit peu avant avec l'arbitrage. Donc c'est sans vouloir évidemment tomber dans une parano. Mais la VAR, voilà, on sent. Ouais, il y a la VAR. Et même avec la VAR, l'année passée, ils avaient quand même été un petit peu absous de certains péchés. Mais cette année-ci, c'est un peu passé. Donc, on sent que le vent a tourné, que c'est plus, voilà, c'est plus la Juve qui gagnait tous les matchs comme avant. On sent qu'il y a quelque chose qui a changé. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer pour la 3e place. C'est que c'est l'occasion jamais de pouvoir le montrer. Mais le problème, c'est que si on va dans la Ligue des Champions, il faudra encore confirmer l'année prochaine et faire un mercato encore plus important qui a été fait. Donc, c'est vraiment le tout début d'une nouvelle ère qui arrive. Et la qualification avec des champions ne sera que le début, ça c'est pas forcément un signe de réussite, quoi. Donc voilà, il faudra vraiment bien gérer l'après-saison si elle se passe bien évidemment. Un petit complément sur l'Europa League, Tom? Oui, parce que personne n'en a parlé. Il y a aussi la Coupe d'Italie, mais là, personnellement, je m'en fiche, donc je vais même pas l'aborder. L'Europa League, qui malgré tout est un facteur pouvant puiser dans l'énergie de notre effectif. Alors, on a réussi à se qualifier en faisant quand même sacrément bien tourner. Alors, personnellement, si on s'était fait éliminer, ça m'aurait pas spécialement dérangé. Maintenant qu'on y est, je me dis que pourquoi pas avancer un petit peu. Du moment qu'on arrive à faire tourner et qu'on se serve encore une fois de l'Europa League pour faire tourner les joueurs qui sont fatigués, je crois qu'on a un match qui est abordable au premier tour, si je dis pas de bêtises, c'est contre Belgrade. Je pense qu'il y a moyen de passer. Ensuite, j'aimerais bien, effectivement, en fonction du tirage au sort, faire un quart de finale. Je me dis que faire un quart de finale, ce serait déjà pas mal. Si on doit faire le choix entre l'Europa League et le championnat, il n'y a pas de souci. Je ferai le choix du championnat personnellement, surtout vu notre position. Maintenant, en partant du principe qu'on battrait en espérant Belgrade, après il resterait qu'un tour pour faire les quarts de finale. Ça me paraît pas non plus délirant.
Et ça ferait quand même un parcours intéressant pour un club qui a cruellement besoin d'un peu de lumière au niveau européen. Aristide. Je voulais juste faire un dernier point sur le mercato, parce que je vois beaucoup de rumeurs concernant un 9 et je pense qu'on en a vraiment besoin d'un numéro 9 au Milan pour suppléer Ibra. Et voilà, je vois plusieurs profils, et voilà, moi j'aimerais bien un profil à la Ibra, c'est-à-dire un Giroud, parce qu'aujourd'hui il joue plus beaucoup à Chelsea. Encore une fois. Scamacca, pourquoi pas, c'est le même profil, finalement assez grand, physique, Dzeko, enfin voilà, tous ces profils-là intéressants. Mais je vois aussi d'autres profils en attaquant de pointe pour moi, qui ressembleraient vraiment à une erreur de casting. Je parle notamment de Jovic. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici ou ailleurs, Milanista ou autres, qui adorent Jovic, mais au-delà des qualités du joueur, je l'ai vu quelques fois au Real, jamais au Hertha Berlin où il était avant. Et franchement, c'est vraiment, enfin, ça ressemble à une erreur de casting au Milan, mais monstrueuse dans le sens où c'est vraiment vous savez, le style de joueur qu'on avait avant à la Destro, etc., qui pouvait traverser un match 90 minutes en étant tout à fait transparent parce que physiquement ça tient pas. C'est pas un joueur très grand, très extrêmement physique. Nous, ce dont on a besoin au Milan, c'est un profil à la Ibra, à la Giroud, c'est-à-dire on balance des longs ballons devant, ce qui est notre jeu aujourd'hui, avec un joueur qui pèse sur les défenses, qui remet le ballon soit de la tête, soit amorti poitrine et puis remise du pied droit au gauche. Voilà, presque un vrai pivot, quoi. Donc Jovic, pour moi, il passerait son temps à faire comme de Rebic aujourd'hui, à être complètement transparent, et puis c'est même pas un joueur de tête. Donc aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de centres, que ce soit en retrait ou même en l'air avec Théo Hernandez et Calabria, et pour moi, c'est vraiment un profil de numéro 9 pivot qu'il nous faut, et pas du tout un profil à la Jovic. Tom nous dit que c'est Francfort, hein, pas le RT Berlin. Pas Hertha Berlin, pardon, merci Tom, c'est Francfort, tout à fait. Bon, on passe au mot de la fin avec Arco. C'est un petit peu pour résumer ce qui a été dit par rapport aux ambitions. Je pense qu'on arrive à un moment charnière pour la saison. Tom parlait logiquement de l'Europa League, mais voilà, donc pour savoir si on doit la jouer à fond ou pas, je pense qu'il reste encore 8 matchs à peu près, donc d'ici là, je pense que ça donnera le ton de savoir où on en est à ce moment-là, savoir si on peut se permettre de la jouer ou pas. Il y a quand même ces 8 matchs importants, quand même, les 8 prochains matchs vont quand même être décisifs, parce que je pense que ils nous passeront plus ou moins au poste qu'on sera en fin de saison. Donc, sauf si la bataille avec l'Inter se perdure d'ici là. J'espère quand même qu'on arrivera à sortir un peu des profils dont on a besoin. Parce qu'il y a quand même 2-3 faiblesses encore, comme je l'ai dit, sur le banc, avec des qui pourront être usantes sur la fin de la saison. Parce que ici, la trêve va être très courte. Le 3 janvier, c'est rien du tout. Par rapport aux matchs qu'ils ont joué, c'est quasiment pas des vacances, surtout qu'ils doivent garder un certain niveau physique. Et voilà, on part du retour d'Ibra. C'est vrai que voilà, moi on partait du principe que Ibra allait revenir directement en forme, mais j'ai lu récemment, et notamment c'était confirmé par Di Canio qui avait aussi cette blessure-là. C'est une blessure qui paraît anodine, mais qui met énormément de temps à un joueur à retrouver son niveau, surtout un joueur de 39 ans quand même s'il s'appelle Ibra. Faut aussi prendre en compte le fait que Ibra va peut-être pas avoir l'impact qu'il avait jusqu'à maintenant sportivement sur l'équipe, parce que voilà, comme lui, c'est une blessure handicapante. Faut remuscler, c'est un muscle qui apparemment qui sert pas beaucoup et qui va être très dur à remuscler. C'est à son âge, voilà, ça peut être même s'il a démontré à plusieurs reprises qu'il pour revenir de grosses blessures assez rapidement. On n'est pas à l'abri d'une rechute, parce que voilà, des fois, c'est pour des joueurs comme ça, c'est le début de la fin de commencer à enchaîner 2-3 petites blessures comme ça. Si tu n'avais pas pensé avant ça, justement, à donner je pensais que c'était un peu inutile, parce que les Wolves étaient plus ou moins bien taf en pointe, mais il faudrait prendre aussi un attaquant de pointe, justement, parce qu'on n'est pas sûr qu'Ibra revienne. Ce serait un peu dramatique, même si on a démontré qu'on savait quand même plus ou moins jouer sans lui. Mais voilà, j'espère vraiment me tromper, mais voilà, j'espère que Milan va pas aller beaucoup trop vite avec lui, qu'il faudra bien prendre son temps pour le faire revenir, ne pas être trop dur avec lui aussi, parce qu'on sait bien que ça va être compliqué la réadaptation pour le haut niveau avec cette blessure-là. Mais voilà, je prends en compte le fait que c'est peut-être un joueur qui arrive peut-être tout doucement sur une pente descendante physiquement. C'est le genre de détail qui peut faire beaucoup. C'est une blessure qui je me répète, mais qui paraît anodine, mais qui ne l'est pas du tout. Et voilà, donc il faudrait prendre au moins un attaquant de soutien pour garantir, au moins déjà faire souffler beaucoup plus souvent Ibra. Je pense qu'il faudrait peut-être même limite le garder juste pour les gros matchs, et voire même pour l'Europa League. Mais sinon, voilà, recruter un joueur comme Giroud, c'est un bon profil, parce que c'est un joueur qui pourrait être rapidement prêt et qui a un profil plus ou moins
de plaques tournantes en attaque qui pourrait garder un ballon et voilà, jouer directement. C'est un joueur qui se bat pour l'équipe aussi, qui l'a déjà prouvé, mais seulement sur du court terme. J'espère que s'il doit venir. Mais voilà, on a besoin absolument de quelqu'un en attaque et ce serait peut-être voilà, une des priorités finalement après ce que j'ai dit tantôt. Tom. Alors, pour moi de la fin, c'est un petit, non, c'est même pas un petit, c'est un gros coup de gueule sur le rythme des matchs qui est en train, à mon sens, de tuer le foot. J'ai compté là vite fait pendant que Nico parlait. Là, depuis la reprise, donc avec la saison dernière, on est à 36 matchs. En ayant le premier, donc depuis la fin du premier confinement, le 22 juin. Donc le 22 juin, 36 matchs avec un mois de trêve, faites le calcul. Je pense qu'on est à un rythme où on joue quasiment tous les 3 matchs depuis qu'on a repris. Tous les 3 Et à jours. mon sens, c'est pas ouais, je trouve ça ahurissant en termes d'effort. Alors certes, j'entends, il y a des enjeux financiers, il y a de l'argent qui doit rentrer, il y a tout un tas de trucs, il y a les droits télé, tout ça, j'entends. Mais en attendant, ben alors, je trouve que le niveau du foot en pâtit. Je trouve que les blessures sont de plus en plus fréquentes. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs à subir ce genre de blessures. On peut le voir aussi au niveau européen avec pas mal de joueurs, Liverpool, Paris, on en a plein d'exemples. Et il va falloir peut-être aussi, après la petite pause Covid, une fois que ce sera tout terminé, qu'on commence à réfléchir sur le rythme et l'intensité des matchs, parce qu'on demande de plus en plus aux joueurs qui, à mon sens, n'arrivent plus à suivre. Je trouve ça presque inhumain. Alors certes, c'est inhumain vis-à-vis de joueurs payés des millions, hein, j'entends, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est en train de tuer le foot. Et il va falloir qu'on réduise drastiquement peut-être le nombre de matchs. Je pense également aussi aux matchs internationaux avec cette Ligue des Nations pourrie qui ne sert à rien et qu'ils ont voulu maintenir en place pour une question, encore une fois, budgétaire. Et à mon sens, si on a autant de blessés, c'est aussi à cause de ça. Donc c'est vraiment un vrai coup de gueule, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que ça change dans les années à venir, et je suis pas sûr que ce sera le cas. Donc ça m'embête réellement. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule que j'avais. Aristip. Moi, au mot de la fin, il va être court parce que j'ai déjà pas mal parlé, mais je trouve que, enfin, je sais pas si je suis seul à penser ça, mais en vrai, je trouve que le niveau footballistique en général, et c'est peut-être lié à ce que dit Tom justement, a C'est baissé quand sûrement même. lié à ça. Oh, Ouais, bon, je ça trouve que fait ça a des années que je vachement le dis, baissé. moi, t'es surpris? Alors, ça fait des années, c'est vrai que, par exemple, des excellents défenseurs, on attend toujours une relève Ah. incroyable, etc. Mais n'empêche que je trouve cette année, le niveau est encore plus faible. Et c'est vrai qu'on parle d'un Bayern ultra dominateur en Europe. Je pense pas que ce Bayern-là, pour moi, soit si différent du Bayern d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 7 ans. Et pourtant, pardonnez mon expression, mais il déboîte tout le monde. Mais pour moi, le Bayern n'est pas juste meilleur qu'avant, mais j'ai l'impression que tous les clubs ont régressé, et surtout tous les championnats. Quand je vois aujourd'hui l'Angleterre, j'ai encore vu le Boxing Day hier, il y a certains bons matchs, mais honnêtement, défensivement, c'est très moyen, tactiquement, c'est pareil. La Liga, j'apprécie pas ce championnat, pour moi, je le trouve, voilà, je trouve qu'il y a quelques bonnes équipes, mais c'est assez faible. Mais dis-moi, il te Mais reste voilà, du temps pour faire autre chose, toi, parce que j'ai l'impression que tu passes ta vie devant les chaînes de foot. je sais pas, faudra en parler à madame, mais Oui, parce que mais c'est à ça que je pensais, justement, tu te fais pas engueuler? non, ça va encore, Ah, ça c'est va bien. encore. Je suis discret parce que Il sait j'ai négocier. l'application sur le smartphone, donc je fais ça en douce. Non, c'est vrai que je regarde de temps en temps en faisant autre chose aussi, hein, tout à fait. Mais voilà, je trouve que le niveau a quand même globalement baissé ces dernières années, et surtout c'est là depuis un an, et c'est sûrement dû à ce que dit Tom aussi, à l'enchaînement des matchs, qui fait que les joueurs sont cramés, et peut-être que c'est dû à ça, mais il y a sûrement autre chose. Mais voilà, je voulais juste dire que le niveau global du foot est quand même de moins en moins intéressant, avec des joueurs de plus en plus qui font de plus en plus de belles choses par parcimonie, et il y a finalement très peu de joueurs dans la durée qui m'impressionnent pour ma part. 100% d'accord. Bon, moi je vais simplement finir en rappelant, parce qu'on me pose souvent la question, suivrez-vous l'Euro? Bien évidemment qu'on suivra l'Euro. Casamian répond toujours présent pour les compétitions internationales, mais c'est vrai que ça va faire 5 ans que l'Italie n'a pas joué de compétition internationale, hein. Le croyez-vous? 5 ans. Donc là il va y avoir l'Euro, ensuite il y aura la Coupe du Monde. On sera là à chaque match, et ça permettra à Gali et à Superlio de nous rejoindre. Voilà, je vous remercie messieurs pour votre participation à cette émission. Merci également aux auditeurs qui sont toujours plus nombreux. On gagne des abonnés chaque mois, hein. On gagne énormément d'abonnés. Je sais pas ce qui se passe, mais enfin Casa Milan est en train d'exploser tous les scores. Donc on se retrouvera bien évidemment début janvier pour Benevento, hein. Premier match, je crois que c'est le 3 janvier au soir. Et d'ici là, bon réveillon à tous. Salut! Ciao. Ciao, ciao. Allez.